C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Nouveau jour, nouvelle thématique. Aujourd'hui, c'est le paludisme qui est à l'honneur dans ce nouveau numéro d'Instant Santé. On parle d'une maladie contre laquelle est officiellement menée le 25 avril de chaque année une bataille mondiale. Le paludisme, la malaria ou encore l'infection parasitaire est une maladie infectieuse causée par un parasite connu sous le nom de plasmodium. J'ai sur ce plateau le docteur Abdou Razak Safiou, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme au Gabon. Docteur, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci, madame. Donc on va droit au but. Le paludisme est une maladie qui fait parler d'elle depuis des années, tant au Gabon que dans le reste du continent africain et bien au-delà. Le Gabon n'est pas donc épargné par cette maladie. Nous sommes là pour mieux comprendre la pathologie. Comment la définissez-vous à votre niveau? Je vous remercie. Il faut dire que le paludisme est une maladie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, infectieuse. Et l'agent pathogène ici est un parasite qu'on appelle le plasmodium. Il existe plusieurs sortes de plasmodium. Nous ne dirons pas variants, plusieurs sortes de parasites. Il y a le plasmodium falciparum qui est responsable de plus de 95% des cas au Gabon. C'est lui qui est en cause et c'est lui qui est responsable des formes graves. À côté de ça, il y a le plasmodium malarié et le plasmodium ovale. Et ce sont ces principaux parasites qui sévissent au Gabon. Il y en a d'autres, il y a Vivax, il y a Cnurelesi, mais ce sont ces trois parasites qui sont responsables de l'infection palustre au Gabon. Docteur, comme les autres pathologies, le paludisme a lui aussi des facteurs de risque. Oui. Pouvez-vous citer ces facteurs ici? Il y a effectivement des facteurs de risque puisque c'est une maladie à transmission vectorielle. Dès lors qu'un certain nombre de conditions permettent la multiplication du vecteur, le vecteur ici c'est un moustique du genre Anophel qui aime bien là où il y a de l'eau, où elle peut pondre ses œufs. Lorsque la température équatoriale, autour de l'équateur, est favorable, ça permet à l'anophèle de se multiplier. Et cet anophèle va piquer l'homme malade pour prendre les parasites et il va l'inoculer à un homme sain qui va développer la maladie. Maintenant, il y a des facteurs favorisant la gravité de la maladie. Ces facteurs sont, par exemple, c'est l'absence d'immunité ou de prémunition. Parce qu'il y a une immunité qui est développée dans le paludisme qu'on appelle plus une prémunition parce qu'elle est très labile, elle ne dure, elle vient lorsqu'on a des piqûres et puis au bout d'un temps, elle finit par disparaître. Cette situation, nous l'observons chez l'enfant qui vient chez l'enfant entre 4 mois jusqu'à 5 ans. Et c'est pour cela que cet enfant va être particulièrement vulnérable aux formes graves. Il existe également chez la femme enceinte, parce que la femme enceinte a besoin de diminuer un peu son immunité pour permettre à l'enfant de se développer en elle. En diminuant son immunité, elle se rend vulnérable au paludisme et a tendance à faire des complications. Le vulnérable aussi, c'est le voyageur qui vient d'une zone où le paludisme ne sévit pas et qui a perdu sa prémunition. Par exemple, des jeunes Gabonais qui vivent trop longtemps en expatriation, au bout d'un certain nombre d'années, lorsqu'il va revenir, il va être particulièrement vulnérable aux formes graves. Docteur, peut-on également dire que c'est une maladie qui se transmet par la transfusion sanguine d'une personne infectée? Oui, nous l'avons beaucoup observé à l'époque où nous transfusions du sang frais. Et à cette époque, on prenait le sang, on inoculait aux malades. Mais maintenant, cette transmission devient très difficile parce que avec tous les contrôles que nous faisons sur le sang, il ne peut plus se transmettre avec un donneur de sang. C'est difficilement possible. Par contre, on a observé quand même une transmission de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Il arrive que le plasmodium arrive à passer à l'enfant à travers le sang, à partir du sang de la mère.
Et dans parce ce qu'on cas, a retrouvé du sang dans le corps. Il nous est arrivé dans les prélèvements de trouver du plasmodium dans le sang, dans le cordon du fœtus. est-ce que c'est possible de l'éviter? Ah, bien sûr, En le quoi faisant, paludisme est docteur? une maladie évitable. Parmi les moyens de l'éviter, il y a la moustiquaire imprégnée, d'où notre premier objectif en routine, c'est de faire dormir les femmes enceintes et les enfants sous moustiquaire imprégnée d'insecticides. Les autres possibilités, lorsque nous avons beaucoup de possibilités, nous organisons une campagne de masse pour permettre à ce que près de 80% de la population dorment sous moustiquaire imprégnée. Et là, ce sont des stratégies d'éradication du paludisme. Lorsqu'on veut en finir avec le paludisme dans un pays, on amène l'ensemble de la population, plus de 80% du moins, à dormir sous moustiquaire imprégnée. Là, nous sommes dans des stratégies d'éradication. Il existe aussi l'assainissement de l'environnement. Là également, en éliminant les gîtes larvaires, en tuant les moustiques, nous faisons que cette maladie à transmission vectorielle ne puisse plus se transmettre du malade à l'homme sain. Chez la femme enceinte, au Gabon, nous avons choisi le traitement préventif intermittent. Nous donnons à la femme enceinte, à partir du 2e trimestre de la grossesse, au moins 5 doses de sulfate d'oxyne pyrimétamine, qui est un médicament antipaludique, qui est connu sous le nom de maloxine, de Fansidar, etc., qui permet également de nettoyer le sang de la mère, nettoyer son placenta des plasmodies, parce que nous en parlerons peut-être dans les complications tout à l'heure, parce que cette accumulation de parasites dans le placenta de la mère aggrave les problèmes chez l'enfant, peut amener à la mort du fœtus. Là également, en donnant ce médicament à la femme enceinte, en la faisant dormir sous moustiquaire imprégnée, l'anémie qu'on dit physiologique chez la femme enceinte ne s'aggrave pas avec les infections palustres, parce que le plasmodium, lorsqu'il se multiplie dans le sang, il favorise l'anémie. Or, une femme enceinte, en donnant une partie de son fer à l'enfant, est naturellement anémiée. Il y a une baisse d'hémoglobine. Alors, le fait que le parasite se multiplie, ça va venir aggraver cette anémie. Voilà. Alors, docteur, en ce qui concerne le traitement contre cette maladie, nous y reviendrons tout au long de cette émission. Passons d'abord au diagnostic même de cette maladie. Comment le paludisme est-il diagnostiqué? Et ça, c'est une stratégie très importante parce que nous recommandons aujourd'hui qu'un paludisme ne doit être traité qu'après une confirmation biologique. Aujourd'hui, couramment, les stratégies classiques, c'est soit la goutte épaisse et le frottis et le test de diagnostic rapide que les scientifiques ont pu mettre à notre disposition aujourd'hui, qui ne nécessite pas une grande expertise technique, comme les femmes font aujourd'hui leur test de grossesse dans leur douche. Aujourd'hui, on est capable, vous et moi, nous sommes capables de faire notre test de diagnostic rapide et dire que devant les signes que je ressens, c'est le paludisme, alors je prends un médicament du palu. Parlons justement des signes du paludisme. Quels sont-ils? Ces signes, il y a des signes du paludisme simples. C'est le mal de tête, la fièvre. C'est la fièvre qui est au premier rang. On peut dire, ça arrive qu'il y ait dans des phases de la maladie des périodes où il y a baisse de température alors que nous sommes déjà en accès palustre. Il y a les douleurs articulaires, il y a les nausées, les vomissements, la diarrhée même. Et vous savez que chez les enfants, les signes au premier rang sont d'abord des signes digestifs dans le paludisme simple. Maintenant, il y a des signes du paludisme grave. Lorsque le cerveau est atteint, on aura des signes de neuropaludisme avec des convulsions, le coma. Il arrive aussi des situations où le malade, on dit paludisme grave parce que le malade vomit tellement qu'il ne peut plus avaler le moindre aliment et le moindre médicament. Là, nous parlons aussi de paludisme grave devant des vomissements incoercibles. Également, il y aura paludisme grave en cas d'insuffisance rénale, en cas de troubles respiratoires, parce que le paludisme va se manifester par ça. Il y a même parfois des signes hémorragiques.
Et également une anémie profonde. Nous avons dit tout à l'heure que Exact. le plasmodium, en se multipliant dans les globules rouges, aboutit à une anémie. Et lorsque ce taux d'hémoglobine tombe en dessous de 5 grammes par décilitre, une anémie grave, nous parlons de paludisme grave également. Docteur, des symptômes du paludisme grave qui ne doivent surtout pas être confondus à ceux de la pandémie actuelle, Covid-19? Mais nous n'avons même pas besoin d'aller jusqu'au paludisme grave pour que les signes se chevauchent. La fièvre est dans la Covid-19. Le paludisme, je vous ai dit que le maître symptôme, c'était la fièvre. Les céphalées, les douleurs articulaires, la fatigue. Donc tous ces signes-là qui appartiennent au paludisme simple se retrouvent également dans la Covid-19. D'où également la Covid-19 nous a parfois brouillé les pistes. Et les patients reconnaissant ces signes-là, parfois ont préféré la clandestinité pour devenir dans les formations sanitaires au lieu de bien se soigner, ce qui est une pratique délétère également. Et là, le diagnostic s'impose. Et là, comme toujours, je vous ai dit que le diagnostic du paludisme s'impose avant de traiter palu. Mais en s'embarquant sur une fausse piste, en faisant de l'automédication sans confirmer le diagnostic, si c'est un Covid-19, si c'est une nouvelle Covid-19 qui est en cause, en cas de test négatif, lorsque on ne prend pas la peine de vérifier que c'est un palu, on ne renforce pas les mesures barrières. On continue à contaminer son entourage. Et il y a un retard, puisque le traitement de la Covid-19, c'est vrai qu'on a utilisé certains antipaludiques, mais souvent au premier rang, on met une combinaison d'antibiotiques et de vitamines. Or, penser que c'est la Covid-19 et se lancer dans des traitements qu'on a vu écrits partout dans les réseaux sociaux qu'il y a tel traitement qu'il faut pour la Covid-19 et qu'on ne prend pas des bons antipaludiques à bonne dose pour la bonne durée, malheureusement, si c'est un paludisme, nous allons vers le paludisme grave qui, quel que soit le plateau technique, entraîne toujours beaucoup de décès. Pour faire face à cette maladie, docteur, il existe bien des traitements. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur la durée? Nous avons choisi comme traitement, du moins en ce qui concerne les ACT, ce sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Il y a l'artéméter-luméfantrine que nous avons choisi dans notre politique, dans le choix de nos médicaments qu'on donne pendant 3 jours. Il y a l'artésunate amodiaquine, qui sont, ces 2 médicaments sont des médicaments dits de première ligne. Mais en cas d'échec thérapeutique ou en cas d'allergie où le patient ne supporte pas, nous donnons les médicaments de 2e ligne qui sont la dihydroartémisinine pipérakine. Nous donnons également l'artésunate mefloquine que nous donnons chez les enfants en sachet parce que nous ne voulons pas, parce que les dérivés d'artémisinine en sirop sont très instables. Si bien que nous avons tout fait pour qu'au Gabon, on ne prescrive plus les formes sirop des dérivés d'artémisinine. Nous préférons que ce soit l'artésunate mefloquine en sachet granulé qu'on peut donner aux enfants, mais la dihydroartémisinine pipérakine aujourd'hui existe en forme comprimée dispersible, comme c'est le cas pour l'artéméter-luméfantrine et l'artésunate amodiaquine. Mais pour le paludisme grave, avant, vous savez qu'on a utilisé pendant longtemps la quinine, les sels de quinine en perfusion. Mais désormais, nous avons eu un médicament qui a montré une puissance ici, c'est-à-dire qui détruit le parasite très vite et qui améliore la survie des malades. C'est l'artésunate injectable. Lorsque c'est disponible, c'est notre premier choix. Mais lorsque ça manque, malheureusement, on peut encore utiliser la quinine. D'accord, docteur. Les bains de vapeur sont de plus en plus pratiqués et font leurs preuves. Des témoignages, il y en a d'ailleurs, docteur. Mais doit-on pour autant se limiter à cette pratique sans l'associer à un traitement médical? Nous avons entendu parfois sur votre plateau, suivi des reportages sur la prise en charge de la Covid, l'avis des réanimateurs, c'est que les bains de vapeur peuvent s'avérer extrêmement délétères. Même nos médicaments, nous on a cette chance que le circuit d'étude d'un médicament, nous regardons les effets secondaires d'un médicament. C'est même listé dans la notice. On connaît les complications des médicaments. Malheureusement, nos choix de thérapeutes, parfois, nous n'avons pas assez de recul.
Ce qui fait que les réanimateurs ont constaté que les malades qui viennent avec la COVID-19, lorsqu'ils ont fait trop de bains de vapeur, ils arrivent avec des complications rénales, avec des signes de déshydratation. Donc, ce n'est pas tellement recommandé par les réanimateurs. Et nous savons que les bains de vapeur ne sont pas actifs sur les parasites du plasmodium en cas d'infection. Parce que devant un malade dont on n'a pas fait la preuve de sa maladie, qu'est-ce qu'on soigne en réalité? Une grippe présente de la fièvre, des céphalées et des douleurs au corps. Si vous faites votre bain de vapeur, la grippe, si vous n'avez pas une surinfection, la grippe va guérir seule. Donc vous pouvez conclure que vous avez guéri la grippe avec le bain de vapeur. Mais si vous avez, il y a des personnes qui ont la grippe, qui ont de la fièvre et qui disent « j'ai le palu ». Mais lorsqu'on fait le test, il est négatif. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas dire que vous avez soigné le palu, la grippe, etc. Donc, quand vous vous vantez du succès, vous avez affronté quoi? C'est comme quand vous marchez dans l'herbe, une épine vous pique, un lézard fuit, vous dites, le serpent m'a piqué et j'ai survécu. La vipère m'a piqué, j'ai survécu. Mais à condition que vous ayez vu la vipère et que vous avez des lésions spécifiques à la morsure de serpent. Et donc, pour mieux faire face à cette maladie, il est bon de se rendre directement chez un spécialiste? Dans une formation, chez un prestataire de soins formé. Il existe des relais communautaires. Nous espérons un jour arriver au Gabon à la mise en place dans des régions, dans les zones où il n'y a pas de formation sanitaire, à la formation, à l'équipement des relais communautaires. On parle seulement de prestataires formés. Il fait le diagnostic. Il soigne s'il est capable de prendre en charge le paludisme simple et il reconnaît les paludismes graves. Si c'est un paludisme grave, il a compétence pour dire ça c'est un paludisme grave, il faut référer vers un centre de référence qui est capable de prendre en charge les paludismes graves. Voilà. Ça, nous l'avons compris, docteur. Merci, On passe à présent à la question du téléspectateur. Je vous laisse découvrir cette question. Docteur, première question. Comment expliquez-vous le fait que la maladie résiste chez certaines personnes malgré le traitement administré? Docteur, vous avez écouté avec moi la question du téléspectateur qui va dans le sens de la résistance de la maladie. Pourquoi résiste-t-elle chez certaines personnes malgré les traitements? Il faut dire que le principe de la résistance existe. Ce n'est pas pour rien, si vous vous souvenez de l'histoire de la maladie au Gabon, pendant longtemps, nous avons traité le paludisme avec la chloroquine. La nivaquine, qu'on vous donnait sûrement toute petite, tous les matins avec la chicotte parfois, qu'il fallait avaler votre comprimé. On donnait en sirop aux enfants et en comprimé aux grands enfants. Malheureusement, le parasite a développé des résistances à ces médicaments. D'où nous sommes passés aux ACT, aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Ça, c'est la résistance que le Programme national de lutte contre le paludisme suit avec ses partenaires de l'OMS, avec les instituts de recherche. Nous surveillons les médicaments pour que si nous sommes confrontés à ce qu'un médicament ne marche plus, au bout qu'on atteint des niveaux au-delà de 30% de résistance, il faut changer le médicament, il faut le retirer du marché. Et c'est ce que nous faisons. Mais, autant j'ai dit tout à l'heure que le bain de vapeur revendique des victoires sur un certain nombre de maladies dont on n'a pas fait confirmation, là aussi, on va dire qu'il y a résistance. Combien de personnes ont des fièvres au long cours? Et puis, il prend des antipaludiques. Ah, j'ai le palu, il prend. J'ai le palu, il prend. Et après, il dit même que c'est mon palu là, il faut me mettre sous perfusion pour me soigner. Alors que la personne n'a même pas de fièvre, il a des douleurs au corps, elle est fatiguée. En réalité, c'est parfois le burn-out. Le fait de le mettre sous perfusion, il se couche 3 jours, il reprend sa forme, il dit « j'ai été guéri par la perfusion ». Pas du tout. La perfusion n'a pas guéri ce patient. Il avait besoin de repos. Mais devant certaines fièvres aussi, il y a des malades séropositifs qui ont pris des antipaludiques pendant des semaines, des mois et des mois en disant, alors qu'il maigrit, son état, dès qu'il se sent un peu mieux, ah ça va, mais il faut qu'on me fasse encore une perfusion. Malheureusement, il y a résistance. On dit que le traitement n'a pas marché parce que la cible n'était pas bonne.
Voilà un peu ce qui peut expliquer les échecs thérapeutiques. Il y a les échecs thérapeutiques dus à la résistance, dus à la mauvaise prise de médicaments en termes de dose, en termes de durée. On peut avoir des échecs, mais il existe des échecs du fait que l'arme utilisée pour tuer la cible, pour atteindre la cible, n'est pas la bonne arme parce que la cible n'est pas bien identifiée. Docteur, un palu maltraité a quelles conséquences? Malheureusement, un palu maltraité, c'est un peu comme on le disait, sur la base du retard à la prise en charge correcte. L'évolution du paludisme simple va se faire vers le paludisme grave. Vous voyez que lorsque les mamans... nous avons une grande pratique chez nous. Dès qu'un enfant fait de la fièvre, du fait que pendant longtemps on donnait les piperazines, on voyait les vers, on concluait que ce sont les vers, les helminths qui étaient la maladie. Alors nous avons gardé cette tradition dans nos familles. Chaque fois qu'un enfant commence la fièvre, le premier médicament où les populations investissent leurs ressources, qui sont parfois limitées, c'est d'aller acheter un vermifuge. Et malgré que l'enfant est déparasité, la fièvre continue. Il va arriver à l'hôpital en retard. Combien de fois le directeur général de l'hôpital m'a dit, mais docteur Safiou, renforcez la sensibilisation. Il y a des enfants qui arrivent ici avec 2 grammes, 3 grammes d'hémoglobine. À peine nous voulons agir, c'est parfois trop tard. L'enfant décède ou il est même décédé dans le taxi à cause du retard à la prise en charge. Nous disons, chaque fois que vous pensez que vous avez le palu, dans les 24 heures qui suivent l'apparition des signes, il faut aller vous confier à un prestataire formé qui va faire le test et qui va vous donner le traitement correct et que vous devez observer de la manière qu'il vous l'a prescrite et pour la durée prescrite. Docteur, est-ce que les poubelles rencontrées ça et là à travers la capitale Libreville et ses environs ne sont pas un frein dans la lutte contre cette maladie? Mais bien sûr, le gouvernement fait les bassins versants. Le gouvernement aménage des caniveaux. Mais partout où nous passons, nous constatons que vu qu'il n'y a même plus de bac à ordures, nous voyons les poubelles qui s'accumulent. Et même lorsqu'on vient les enlever, il y a toujours un fond dans les caniveaux qui empêche l'eau de circuler. Mais quand il y a l'eau stagnante, l'anophèle vient s'y multiplier et favorise, comme d'autres vecteurs, d'autres maladies comme le chikungunya, la fièvre jaune, qui viennent se multiplier vers ces gîtes larvaires, ces potentiels gîtes larvaires. Également, les vieux pneus, les boîtes de conserve qui également, malheureusement, constituent des maternités pour l'anophèle femelle qui dépose ses œufs et à partir de là, les vecteurs se multiplient et il y a plus de transmission du plasmodium. Docteur, la lutte contre le paludisme, la journée mondiale, j'y arrive, de lutte contre le paludisme est célébrée au Gabon sous le thème « Zéro palu, je m'engage ». Comment atteindre cet objectif? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? L'engagement communautaire d'abord. Nous avons les stratégies. Lorsque nous avons eu le Fonds mondial, il y a eu assez de financements qui nous ont permis d'avoir des résultats significatifs. Il y a des pays qui ont éradiqué le paludisme. Malheureusement, le Gabon n'est pas toujours éligible au financement extérieur. Nous disons qu'il faut une réponse domestique forte pour atteindre ce zéro palu. Les populations, il y a des personnes qui peuvent dire « je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que moi je peux faire ?» Mais les populations peuvent déjà amener les enfants dans les 24 heures à l'hôpital, dans les structures que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que, tiens, l'enfant est bien pris en charge dans les bonnes conditions. À partir de là, nous aurons réduit considérablement le nombre de décès. Docteur, quelles sont les activités mises en avant par le Programme national de lutte contre le paludisme pour cette énième édition? C'est d'abord beaucoup de sensibilisation. Merci de nous offrir cette opportunité de parler. Nous allons distribuer les moustiquaires imprégnés que le gouvernement a achetés et que la CNAM-GS a achetés et celles que nous attendons d'autres partenaires dans toutes les régions du pays. Nous allons continuer à les mettre en place. Là, nous allons faire le lancement lundi au centre de santé d'Nzarayon. Nous avons combiné cette année les activités de la Semaine africaine de vaccination et celles du Programme national de lutte contre le paludisme pour qu'ensemble, nous constituions une barrière pour empêcher
les enfants de mourir du paludisme. La lutte contre le paludisme au Gabon est donc une réalité, docteur? C'est une réalité. Depuis des années, on se bat avec les armes, mais c'est une lutte de longue haleine. Nous voulons que plus de combattants nous rejoignent, chacun avec, comme dit le chanteur, lors de la grande réunion dans sa chanson, chacun vient, le cultivateur avec sa houe, comme on appelle le coupeur de Koumé avec sa hache, l'ouvrier avec sa pelle, etc. Donc chacun vient avec ses moyens dans la lutte contre le paludisme. Soit des bonnes pratiques, soit le patron d'entreprise va mettre des moyens pour permettre de protéger son employé et ses familles et sa propre famille. Et celui qui vote les lois va voter les lois qui favorisent également la lutte contre le paludisme. Donc c'est tout le monde qui est engagé. Tu nous montres ton engagement ce matin en ayant choisi de nous inviter pour faire connaître aux populations les bonnes pratiques pour lutter contre le paludisme. C'est déjà un engagement et merci pour votre engagement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Dr Abdourazak Safiou, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Merci à vous également de nous avoir regardés. Et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales et également sur nos sites internet www.gabon24.ga. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.